أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Critérium, le 10e déjà. Alors au menu du jour, le cerveau, les biais cognitifs, la manipulation et comment s'en sortir pour ne pas se laisser embobiner par les autres mais surtout par nous-mêmes. Mais d'abord commençons par cette petite histoire. Dans un supermarché, quelque part près de Paris, des employés montent un stand de démonstration de produits. Alors, quel est le produit du jour ? C'est des chaussettes en nylon. Et il y en a de deux types, qu'on remplit dans deux bacs distincts. Un employé du magasin demande au client de toucher les chaussettes, d'abord dans le bac A, ensuite dans le bac B. Ensuite, l'employé leur demande de dire lesquels il préfère et de justifier ce choix. Chaque client y va de son commentaire. « Oh, les chaussettes dans le bac A, j'adore », dit cette vieille dame. « Et pourquoi lui est-il demandé ? » ?»« Ah, bah vous savez, elles sont plus solides que les autres », répond-elle. Ah non, les chaussettes du bac B sont carrément meilleures, tellement plus douces, renchérit un jeune homme qui passe par là. Bon bref, pourquoi je vous raconte tout ça ? Quel est l'intérêt de cette histoire ? L'intérêt réside dans le fait que tout est faux ou presque. L'employé est en fait un scientifique qui mène une expérience et les clients en sont les cobayes. En réalité, les chaussettes du bac A et celles du bac B sont exactement les mêmes. Alors comment expliquer un résultat pareil ? On pourrait se demander, est-ce que c'est une expérience fiable ? Et oui, cette expérience a été menée des centaines de fois, partout dans le monde, avec des produits différents. Ça marche toujours sur une part importante des cobayes. Ces personnes ont-elles menti ? Non, pas du tout. Tout le monde répond de bonne foi dans cette expérience. Chacun est véritablement convaincu d'avoir perçu des différences entre les chaussettes A et les chaussettes B. Bon, alors on pourrait se demander, est-ce que ces personnes sont-elles juste idiotes ? Pas du tout. Tous les profils. Tous les QI, en gros, sont susceptibles de tomber dans le piège. Donc voilà aujourd'hui pour le 10e épisode des podcasts du Critérium, j'ai envie de vous parler du cerveau et des tours qu'il nous joue. J'ai envie de vous parler des pièges dans lesquels on peut tomber à cause de ces tours, mais aussi des façons qui existent heureusement d'éviter ces pièges. Puisque évidemment, ce que ce genre d'expérience permet de démontrer, c'est qu'on n'est pas complètement maître de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche ou de ce qu'on goûte. Nos sens, comme le goût, l'odorat, l'audition, la vue, etc. Nos sens ne perçoivent pas directement les sensations. Toutes ces informations sont envoyées au cerveau, qui les traite d'abord. Or, le cerveau fait un travail de tri, de sélection, de traitement, qui va souvent altérer, qui va souvent changer la réalité. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu embêtant. Pourquoi est-ce que le cerveau nous plonge ainsi dans l'embarras ? Et alors la réponse, en fait, elle est d'une simplicité scandaleuse. C'est parce que le cerveau est paresseux. Aussi simple que ça. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, elle est là. Si le cerveau devait être capable de nous transmettre en direct toutes les sensations visuelles, auditives, sensitives, et ce, de manière super fiable, il faudrait une consommation d'énergie tellement grande que, en fait, on n'y survivrait même pas. Du coup, notre tête marche un peu comme avec des algorithmes dans un ordinateur. Le cerveau, il essaye d'exécuter le plus simplement possible, le plus efficacement possible, les tâches qui nous permettent de vivre, d'agir, de réagir. C'est quoi les avantages de ça ? C'est qu'on y gagne en rapidité, en efficacité. Par exemple, il y a un danger, hop, on est à même de faire ce qu'il faut pour en réchapper. Les inconvénients, c'est que parfois, ça nous donne une vision biaisée de la réalité. Et c'est en partie ce qui explique nos biais cognitifs. Revenons à cette expérience des chaussettes. Quand je suis tombé dessus, ça m'a rappelé un documentaire que j'avais regardé quand j'étais ado. Dans ce documentaire, il était question d'une expérience dans laquelle les cobayes visionnaient la vidéo d'un accident entre deux voitures. On divisait ensuite les cobayes en deux groupes, et au premier groupe, on leur demandait à quelle vitesse les deux voitures se sont-elles touchées. Tandis que dans le deuxième groupe, on demandait à quelle vitesse les deux voitures se sont-elles crashées. Et selon qu'on utilisait un adjectif plutôt neutre, touché, ou plutôt fort, craché, on obtenait des estimations différentes. Les gens qui sont tombés sur la question avec le mot craché avaient tendance à estimer la vitesse plus haute que les autres. Et il y avait même tendance à se souvenir, par exemple, que les vitres étaient brisées alors qu'elles ne l'étaient pas du tout. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, ça m'a mis une claque. En fait, c'était la première fois que je réalisais à ce point qu'on a en nous plein de sentiments, qu'on a en nous plein de sensations, d'opinions, d'intuitions, qui sont simplement fausses. Et donc, les questions un peu angoissantes que ça soulève tout de suite, c'est par exemple, comment savoir si quelque chose est vrai ? Sur base de quels critères ?
Pourquoi croit-on ce qu'on croit, même quand on est devant la preuve du contraire d'ailleurs? Parce que je ne vous ai pas dit, mais dans les deux expériences que j'ai mentionnées, celle des chaussettes et celle de la vidéo de l'accident, lorsqu'on explique les résultats aux cobayes, une bonne partie de ces gens ont du mal à y croire. Certains trouvent des excuses ou trouvent des moyens d'expliquer différemment ce qui est arrivé. Alors vous pourriez me demander, mais quel est l'intérêt du cerveau de nous tromper dans ce genre de cas? Et l'explication la plus plausible, c'est que notre cerveau il est confronté à un défi, le défi de nous présenter une vision cohérente de ce qui se passe autour de nous. Dans l'exemple de l'expérience avec les chaussettes, si une personne, surtout une autorité, nous demande de comparer deux produits, notre cerveau va tout faire pour nous faire ressentir une différence, même lorsqu'il n'y en a pas. Et c'est pire si on a justifié nos préférences. On aura encore plus de mal à reconnaître qu'on est tombé dans le piège. Parce qu'en effet, admettre qu'on est à ce point facile à manipuler, c'est douloureux pour notre ego. Ça brise l'image cohérente que le cerveau se construit et nous raconte. Pour l'exemple de l'expérience avec la vidéo de l'accident, c'est un peu similaire. Une fois qu'on induit le cerveau dans un certain cadre, en lui posant une question orientée, il a tendance, le cerveau, à construire a posteriori un récit qui va correspondre à ce cadre. Et dans cette expérience, il a même été possible de créer de faux souvenirs chez les cobayes. Et ça marche bien, et assez facilement, ça qui est effrayant. Bon, des expériences du genre, il y en a des centaines. Alors certaines sont très amusantes, plutôt drôles, d'autres sont plus inquiétantes, tout simplement à cause des conséquences fâcheuses que ça peut entraîner. Par exemple, si des biais cognitifs concernent les juges, ça peut poser la question de la justesse de certains verdicts lors des procès. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir longuement sur ces expériences et les leçons qu'on peut en tirer en podcast, mais aussi en publication sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, venez sur Instagram, venez sur Facebook. C'est assez calme, mais j'ai plein d'idées et de trucs à vous proposer les prochaines semaines, Inch'Allah. Par exemple, je vous proposerai cette semaine 3 ouvrages que je vous conseille sur ces questions et qui sont passionnants. Bon, revenons à nos moutons. En tout cas, ce constat fait partie des raisons qui m'ont amené à lancer le projet Le Critérium. J'ai envie de me poser la question, j'ai envie de vous poser la question, et maintenant, que fait-on de tout ça? Ok, notre cerveau nous joue des tours, c'est un fait. Doit-on se résigner? Évidemment et heureusement, non. Pourquoi? Premièrement, parce que être conscient de tout cela, comprendre comment marche notre cerveau, comment marche notre esprit, décrypter tous nos biais, nos faiblesses, c'est être en mesure de tomber moins souvent dans les pièges et les tours que nous joue notre cerveau. Si je sais que ma voiture a un problème au niveau du frein, même si je ne suis pas en mesure de réparer ce problème, je sais au moins que je dois être prudent sur la route et je ne vais pas prendre les virages comme un fou. De la même manière, si je sais que mon cerveau aime jouer des tours, si je sais que j'ai tendance à me laisser berner et bercer par des illusions, peut-être effectivement qu'il n'y a pas de recette miracle pour empêcher ça. Mais au moins, je vais être plus attentif. Faire moins aveuglément confiance en mes sensations, mes intuitions, mes opinions. Deuxièmement, certes, je viens de le dire, il n'y a pas de recette miracle. Mais il y a quand même quelques recettes qui marchent. D'abord, il faut être sceptique, prudent. Il faut suspendre son jugement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter en accordant trop de crédit aux premières idées qui nous viennent en tête. Parce que ce sont des idées qui peuvent nous venir de nos préjugés, de notre culture, notre environnement, nos biais, nos opinions politiques, philosophiques, en gros de notre grille de lecture du monde. Ensuite, on ne va pas se contenter à chaque fois de suspendre son jugement et de ne jamais prendre position sur quoi que ce soit. Si on veut se faire une opinion éclairée, il faut être méthodique, il faut être rigoureux et il faut y aller pas à pas. Et comment faire? C'est la question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps après une discussion en famille. Alors, en fait, certains d'entre nous étaient convaincus de pouvoir déceler une différence de goût entre le Coca zéro et le Coca normal. Je me suis dit, ce serait une bonne occasion de nous confronter à la réalité. Puisque comme on l'a bien vu, nos intuitions et nos sens sont faillibles, plutôt que de rester campés sur nos certitudes, on suspend notre opinion, on suspend notre jugement, et on essaie de mettre en place une expérience rigoureuse pour trouver la réponse la plus objective possible. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a organisé une petite dégustation à l'aveugle. Donc on devait se boucher les yeux, les oreilles, et dans un ordre aléatoire qui était décidé par un ordinateur pour limiter le plus les biais possibles. Donc dans un ordre aléatoire, on a bu tantôt une gorgée de Coca normal, tantôt une gorgée de Coca zéro. Quel est le résultat? Devinez un petit peu. On n'a absolument pas réussi le test. On n'a pas fait meilleur que le hasard, comme on dit dans le jargon.
C'est-à-dire que si on avait tiré les résultats à pile ou face, on aurait eu les mêmes résultats. 50% du temps, on avait vu juste, 50% du temps, on s'était planté. Bref, un échec lamentable. Mais au fond, est-ce vraiment un échec ? Ou est-ce plutôt au contraire un succès ? Moi, je suis convaincu que c'est un succès, pour plusieurs raisons. Première raison, tout simplement parce qu'on a appris quelque chose. On ignorait si on avait vraiment la capacité de distinguer les goûts de ces deux boissons, et on était enfin fixé grâce à une méthode plutôt rigoureuse. Deuxièmement, parce qu'on a réussi à se challenger, à aller au-delà de nos certitudes, à ne pas se fier à nos intuitions et à dépasser ce sentiment un peu désagréable de se remettre en question et d'être mis en défaut. Bref, devoir admettre son erreur. Et là, j'ai envie de souligner un point qui est vraiment fondamental. C'est très difficile de combattre nos préjugés et nos biais. C'est même en fait impossible de s'en débarrasser complètement. C'est un trait humain. Mais c'est possible de mener une lutte incessante contre soi-même pour améliorer notre connaissance de la réalité. Et une manière de le faire, c'est de trouver du plaisir à se challenger. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau crée une vision cohérente du monde. Et on ressent un certain confort à ne pas questionner cette vision, même lorsqu'elle est fausse. Donc une partie de la solution, c'est de combattre ce confort et d'essayer au contraire de trouver du plaisir à contredire nos opinions. Et si on y trouve du plaisir, alors, plot twist renversant, ce sera notre cerveau lui-même qui sera pris au piège et qui nous poussera de plus en plus à éviter nos biais et préjugés. Parce qu'il y trouvera du plaisir. Pas mal comme concept, non ? Alors évidemment, l'exemple du coca, il est anodin. C'est clair que ce n'est pas un enjeu d'une importance capitale. Mais si sur des petits sujets ludiques, anodins, on s'entraîne à se remettre en question, eh bien, in fine, on sera capable de le faire sur des sujets bien plus graves. Parce que dans la vie, on doit faire des choix. Je mange bio ou pas ? Quelle pédagogie pour mon enfant ? Pédagogie classique, alternative ? Est-ce que je le vaccine ? Ou est-ce que je me tourne vers les médecines alternatives ? Ou les deux ? Quelles opinions politiques sont les plus proches de la réalité ? Quelle doctrine économique est la plus solide ? On voit bien, il y a toute une série de sujets bien plus lourds de conséquences que le choix de chaussettes ou de Pepsi. Pour être armé, pour être outillé, pour être prêt à faire des choix posés, qui soient construits, qui soient rigoureux, il nous faut donc cette méthode précise, claire, efficace. Une méthode qui a un nom d'ailleurs, c'est tout simplement la méthode scientifique. Tadam ! Eh oui, encore un plot twist. Moi qui ai passé les 9 premiers épisodes à montrer les limites et les points aveugles de la méthode scientifique, voilà que j'en fais la promotion. Et c'est pas une contradiction en fait. Parce qu'une fois qu'on a pu démontrer quelles sont les limites de la méthode scientifique, une fois qu'on a montré comment le matérialisme philosophique qu'il y a derrière la méthode scientifique nous mène à des impasses, on peut enfin envisager la méthode scientifique pour ce que c'est. Une méthode rigoureuse dont l'objectif c'est quoi ? C'est de se poser des questions, de trouver des réponses en allant au-delà du bon sens, de l'intuition et des préjugés, le tout avec cette envie de se challenger, l'amour du questionnement. Le tout avec cette excitation à l'idée d'être chamboulé, d'être bousculé, d'être perturbé par les résultats qu'on met à jour. C'est en cela que la méthode scientifique, elle est essentielle. Il faut la mettre en avant, il faut l'utiliser, il faut l'apprécier, sans tomber dans une fétichisation de la science. C'est-à-dire sans tomber dans le scientisme, l'idée que toutes les réponses de la vie sont à trouver par la science, même les questions métaphysiques, existentielles. Est-ce que cette méthode est parfaite ? Non. Elle n'est pas parfaite, c'est clair. Mais pour plein de questionnements, comme celles que j'ai évoquées plus haut, on peut prendre des questions, on va dire, chaudes du moment, comme l'alimentation bio, le vaccin, la 5G, tout ça, mais plein d'autres questions. Pour ce genre de questions, c'est la moins mauvaise des méthodes. Et pour vous illustrer pourquoi, et en guise de conclusion, je vais utiliser une petite métaphore sous la forme d'une petite histoire. Un monsieur rentre chez lui, tard le soir, les ruelles sont vides, le silence règne. L'obscurité est pesante, sauf autour d'un lampadaire qui émet un petit halo de lumière au bout de la rue. Le monsieur continue de marcher quand tout à coup il tombe nez à nez avec un homme qui semble chercher quelque chose au pied de ce lampadaire. « Que cherchez-vous » lui demande le promeneur nocturne. « Je cherche mes clés, je les ai perdues en chemin » lui répond l'autre. « Et êtes-vous sûr de les avoir perdues au pied de ce lampadaire ?»« Ah non, aucune certitude. » « Pourquoi est-ce que vous cherchez à cet endroit alors ?»« Parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » Quel est le sens de cette parabole ici ? L'objectif de cette petite histoire, c'est de comprendre que, certes, la méthode scientifique n'est pas parfaite.
Certes, elle n'est pas capable de répondre à toutes nos questions. Mais sur toute une série de sujets, c'est la seule méthode qu'on est en mesure d'utiliser. Et que dès lors, on n'a pas d'autre choix que de chercher avec cette méthode. Et j'essaierai, Inch'Allah, dans la suite de notre aventure, de vous montrer comment et pourquoi cette méthode est si riche, si précieuse, et pourquoi en tant que musulmans, nous devrions être à l'avant-plan dans la magnifique aventure de la science. Ben voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager vos remarques et critiques constructives, et à bientôt pour de prochains épisodes, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.